Donc je m'appelle Patrick Aigrin, je travaille à France Agrimaire dans une partie de cet établissement public qui ne gère pas des aides comme la plupart de mes collègues, mais qui s'occupe de l'analyse économique des filières. Pour ce qui concerne l'observation des prix et des marges, de la répartition entre les acteurs dans les différentes filières, il a été mis au point progressivement une méthodologie qui consiste à suivre des produits assez standards, des produits assez basiques, et à suivre l'évolution des prix et des marges de ces produits depuis la production agricole jusqu'à la commercialisation dans le circuit des grandes et moyennes surfaces. En réalité, au départ, ce que l'on fait, c'est qu'on structure et qu'on cherche à savoir quels sont les prix aux différents échelons d'une filière. Donc on commence à regarder quels sont les prix de vente des producteurs, puis lorsqu'il y a transformation, quels sont les prix de vente des transformateurs, et ces prix de vente, et quels sont les prix de vente des distributeurs au consommateur final. Donc déjà, on commence à regarder comment se forment les prix successifs aux différents stades. Et une fois qu'on a ces prix, on passe à la notion de marge en retirant les coûts, les coûts dits de production. Donc je pense que d'autres collègues que moi se sont exprimés et s'exprimeront très clairement sur ça. Donc à chacun des stades, on va utiliser la notion de coût de production, avec certainement toutes ces difficultés. Un prix, normalement, c'est ce qui s'établit lorsque se rencontre une offre et une demande. D'accord ? L'échange se traduit par l'établissement d'un prix qui valorise le changement, normalement de propriété même, hein, entre quelqu'un et... Alors on peut bien sûr y avoir un prix d'un service, d'un produit, de n'importe quoi, mais il y a échange et il y a rencontre d'une offre et d'une demande. Voilà. Pour moi, le prix, c'est fondamentalement ce marqueur-là. Une marge, normalement, une marge, normalement, c'est quelque chose qui doit représenter la différence entre un prix et, si ce n'est la totalité des éléments de coût, un certain nombre des éléments du coût de production. Voilà. Alors ensuite, quand on va parler de marge brute, de marge nette, de valeur ajoutée, etc., tout ça sont des concepts qui ne sont pas identiques en termes de comptabilité, mais qui sont relativement proches. Là, je préfère que les microéconomistes s'expriment plutôt que moi. Alors d'abord, il y a une question de traçabilité du produit. Il faut suivre le même produit depuis le début jusqu'au bout, et il faut parler de produits français, puisqu'on s'intéresse au coût de production en France, on s'intéresse au travail des agriculteurs en France. Or, c'est pas du tout évident de distinguer les produits français, par exemple, à la distribution. C'est pas du tout une chose simple. Il y a plein de produits standards consommés en France pour lesquels on ne différencie pas, on ne distingue pas la provenance. Donc ça c'est une première difficulté. Par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, sur les fruits et légumes, pour avoir les fruits et légumes français et avoir le prix des produits français, eh bien, on utilise le réseau des nouvelles des marchés, parce que ce réseau des nouvelles des marchés code des produits français, aussi bien au niveau des producteurs et de l'expédition qu'au niveau du détail, parce qu'on fait des enquêtes dans les magasins, dans le réseau des nouvelles des marchés, pour pouvoir distinguer les produits français, qui est une information qui n'existe pas dans les panels qui sont la source traditionnelle dans laquelle on capte de l'information sur la consommation. Alors, les caractéristiques particulières de cet exercice le long d'une filière, c'est que si sur l'échelon agricole, il y a, malgré toutes les difficultés, quand même une habitude d'examen des coûts de production, il y a un réseau d'information comptable agricole, enfin il y a des statistiques au plan européen, au plan français, etc. Au niveau, dans la partie intermédiaire des filières, c'est-à-dire au moment de la transformation, c'est déjà un peu plus compliqué, ça dépend des enquêtes annuelles de branche. C'est l'INSEE, dans ce cas-là, c'est plus la statistique agricole au sens traditionnel, mais c'est plutôt l'INSEE qui est le producteur de l'information. Et enfin, au niveau de la distribution, ça devient un peu plus compliqué parce que les distributeurs,
leur fonctionnement ne les amène pas à raisonner par rayon, donc ne les amène pas à raisonner produit standard par produit standard. C'est pas exactement comme ça qu'ils font. Donc on est obligé à ce moment-là de récolter de l'information ad hoc pour pouvoir fabriquer l'information qui permet d'affecter des coûts au niveau de la distribution. Alors quand je dis qu'ils ne raisonnent pas par rayon, d'abord je ne suis pas assez précis, c'est-à-dire ils ne raisonnent pas par rayon au sein du rayon alimentaire, ils ne raisonnent pas par filière agroalimentaire, si vous voulez. Ils raisonnent le rayon alimentaire, bien sûr, il est comparé au rayon électroménager, etc., en termes si vous voulez, de centre de profit pour un distributeur. Mais au sein du rayon agroalimentaire, bon, voilà, le fait de s'intéresser particulièrement aux pâtes alimentaires par rapport au rayon charcuterie, c'est pas complètement premier, d'abord parce que il y a plein de coûts qui sont transversaux, hein, les caissières, voilà, on ne répartit pas leurs coûts en fonction du fait qu'on achète de la charcuterie ou on achète des pâtes, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a toute une série d'éléments, je dirais de comptabilité analytique, qui ne sont pas utilisés de cette manière-là par les distributeurs. Donc il faut, en collaboration avec eux, lors d'enquêtes, récolter des éléments d'information qui permettent de ventiler ces coûts. Qu'est-ce que je vais prendre ? Pour les fruits et légumes, c'est assez simple, les fruits et légumes frais, parce qu'il n'y a pas de transformation. Donc on part du stade expédition et on va aller regarder quels sont les prix de vente aussi de ces produits dans la grande distribution, et on va affecter des coûts au rayon fruits et légumes de la grande distribution pour pouvoir répartir les marges. Voilà. Alors d'abord, la formation des prix et des marges, c'est une construction. Et c'est une construction qui doit être commune et partagée. Moi, je trouve ça absolument essentiel. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est ça la définition des observatoires. L'observatoire, c'est pas simplement des bases de données qu'on manipule avec des données chiffrées, c'est aussi des constructions et des représentations communes qu'on partage. Et c'est relativement important, et c'est pas simplement vrai pour l'Observatoire de la formation des prix et des marges, c'est aussi vrai pour d'autres observatoires, comme l'Observatoire des signes officiels de qualité et de l'origine, enfin, etc., d'autres systèmes. Alors c'est un terme valise, hein, enfin moi j'utilise souvent cette expression-là, c'est un mot valise observatoire, c'est un mot qui est utilisé dans tous les sens, mais il me semble que il faut y ajouter la captation de l'information et la discussion et la fabrication de la représentation commune au moins pour qu'on puisse véritablement et validement parler d'observatoire. Et donc, les difficultés viennent du fait que, aux difficultés propres aux méthodes, à la traçabilité des produits dont j'ai parlé, aux difficultés sur les coûts de production, sur des notions qui sont pas toujours définies de manière homogène dans toutes les filières, enfin, etc., aux difficultés liées au fait qu'il faut fabriquer de manière pas consensuelle, mais partagée, d'accord, des comptabilités analytiques qui ne sont pas faites pour ça, etc. Tout ça, ça se construit collectivement. Et si ce n'est pas construit collectivement, ça va beaucoup perdre de son intérêt. Écoutez, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en matière des suites de la loi Egalim, etc., on commence à s'interroger sur comment est-ce que se répartissent les marges dans une filière. Est-ce qu'il est légitime de garantir aux producteurs le fait qu'une réactualisation des prix se fasse en tenant compte de ces évolutions-là, sachant qu'il faut aussi quand même être conscient d'une chose, c'est qu'un outil comme l'Observatoire de la formation des prix et des marges est un outil structurel, c'est pas un outil conjoncturel. D'abord pour une bonne et simple raison, c'est que accumuler l'information statistique qui permet de faire ce calcul-là n'intervient jamais l'année qui se déroule. On est au moins avec un an et demi de retard sur le sujet. Donc il ne faut pas croire que c'est un outil de pilotage immédiat, mais c'est un outil de cadrage relativement important pour concevoir des politiques publiques, et notamment des politiques publiques qui auraient comme objectif de rééquilibrer la répartition des marges entre les opérateurs. Pour être très clair, on est quand même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une logique de concentration et de spécialisation. On sait que, au niveau des exploitations agricoles en tout cas, ça a des effets sur les territoires, ça a aussi spécialisé les territoires, etc. Il est absolument clair que si on veut régénérer
un certain nombre de prises en compte des agroécosystèmes et de les utiliser au service des exploitations, notamment en substitution d'un certain nombre d'intrants. D'accord ? Si on veut faire ça, il est vraisemblable qu'il faille qu'on se réinterroge sur une certaine forme de diversification, si ce n'est de diversification au sens strict du terme, en tout cas de multispécialisation. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder qu'est-ce que ça veut dire qu'être résilient dans un contexte de changement climatique, quelles vont être les circulations de matières organiques, qu'est-ce qu'on va faire des sols, etc. Toutes ces questions-là, qui sont des questions assez essentielles en matière d'agroécologie. Je ne pense pas que cette transition va se passer sans qu'elle génère des coûts additionnels, des coûts de transition, au sens réel du terme, avant de retrouver des équilibres stables. Donc, observer comment ça évolue, et observer comment ça évolue de manière un peu comme dans des panels. C'est-à-dire, il faut qu'on raisonne à biais constant. Voilà.